Nous sommes de retour pour la deuxième partie de Politicien, votre rendez-vous politique hebdomadaire. Et pour cette deuxième partie, m'a rejoint M. Joël Tchétché. Vous êtes le secrétaire général du GRAPA, groupe de réflexion et d'appui aux actions du PDCI-RDA, donc la coalition au pouvoir en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et sont restés avec moi M. Vivien Romain Manango, vous êtes juriste, et Patrick Mbeko, vous êtes géopolitologue, écrivain. Merci à vous deux d'être restés avec moi pour cette deuxième partie. Merci bien. Les critiques à l'endroit de la CPI ne sont pas seulement d'ordre institutionnel. Certains pensent que les juges de la CPI n'ont pas la compétence technique, notamment pour comprendre le fonctionnement d'un État et la sociologie africaine. Je vous propose, avant d'en débattre avec mes invités, mesdames et messieurs, de suivre cet extrait du discours de Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien, devant la Cour pénale internationale. C'était en février 2013. On l'écoute, Laurent Gbagbo. Madame et Messieurs les juges, j'ai suivi ces débats. J'ai entendu beaucoup de choses. Certaines fois, je me suis retrouvé en Côte d'Ivoire, mais d'autres fois, je m'en suis trouvé tellement éloigné. D'autres fois, je m'en suis trouvé tellement éloigné. Tellement les questions qu'on posait étaient loin de ce que nous avons vécu. Et je me suis dit, pourquoi dans la justice moderne y a-t-il des camps retranchés? Parce que sur beaucoup de questions, aussi bien l'accusation que la représentante des victimes, que vous-même, vous aurez pu m'appeler, j'aurais pu donner des informations, ne serait-ce que des informations que vous aurez pu vérifier après, mais pour fluidifier le raisonnement. J'aurais pu dire beaucoup de choses sur des petites questions. Par exemple, quand on dit qu'il a signé un papier pour déployer l'armée, jamais. J'ai signé un décret pour que tous les FDS soient mobilisés. Mais c'est une pratique qui date de 1961, qui date de l'époque où l'armée a été créée. Le chef de l'État peut, en cas de trouble, signer un décret, parce que la police, c'est la police, ensuite il y a la gendarmerie, mais si ces deux forces sont totalement submergées, elles peuvent appeler l'armée en renfort. Et donc, pour ça, le président de la République signe un décret qu'il donne aux différents chefs. C'est à eux d'utiliser l'armée ou de ne pas l'utiliser. Ça dépend de ce qu'ils pensent de la situation. Donc, c'est des choses pratiques comme ça et petites qu'on aurait pu expliquer. Quand le chef de FDS est venu me dire « Ah, la situation à Bobo, il y a les soldats d'IB, je pense que c'est eux le commando invisible, donc on ne sait pas comment ça va aller. » J'ai dit « Qu'est-ce qu'on fait ?» Il dit « Bon, signez toujours un décret et puis on va garder ça et si on n'en a pas besoin, on n'en a pas besoin, mais si on en a besoin. » Donc, il y a plein de choses comme ça. Et puis, il ne faut pas me donner des parents que je n'ai pas. Je crois qu'on veut faire comme souvent en Europe, pour dire les Africains, c'est comme ça, ils gouvernent. Je ne gouverne pas avec ma famille. Moi, je suis chef de l'État, président de la République. Ma femme, elle est députée. Et Kade n'est pas mon neveu. Le mot neveu est un mot français. J'ai des neveux ici qui sont dans cette salle.
Mais Kade n'est pas mon neveu. Il a été ministre de la Défense, ministre délégué à la Défense. Et il était mon conseiller. Je ne gouverne pas avec ma famille. Peut-être que ça se fait comme ça ailleurs en Afrique, mais pas en Côte d'Ivoire, au temps de Gbagbo. Ça veut dire, il y a des petites choses comme ça qu'on aurait pu éviter. Ça alourdit pour rien l'atmosphère et ça nous empêche d'aller immédiatement au fond du problème. Alors, M. Tchétché, on a vu l'ancien président ivoirien s'improviser consultant au professeur pour expliquer aux juges certains points du dossier. Est-ce que vous partagez l'argument selon lequel on ne peut pas demander à des fonctionnaires de juger un ancien chef d'État? Oui, je comprends parfaitement. En fait, en son temps, je l'avais dit lorsque j'étais le porte-parole du président Alassane Dramane Ouattara, donc du RHDP. Vous étiez contre le transfèrement du président J'étais contre Laurent le transfèrement dès le départ. J'avais dit qu'effectivement, nous avons notre arsenal judiciaire qui est en ce moment en déliquescence, en lambeaux. Donc, il fallait nommer une commission nationale de justice et de sécurité. La critique de la compétence des juges de la CPI, compétence pratique pour juger un ancien chef d'État, vous comprenez? Non, je ne la partage pas, je ne la comprends pas parce qu'en fait, nous sommes, d'après ce que vient de dire, l'élément que je viens d'écouter, oui, nous avons des éléments sociologiques qu'il faut prendre en compte dans les traités internationaux. Si on ne les prend pas en compte, alors on biaise tout. Est-ce que vous avez le sentiment, effectivement, que le statut de Rome et la CPI ont pris en compte ces éléments sociologiques? Non, ils n'ont pas pris en compte ces éléments. C'est la raison pour laquelle je suis favorable au retrait des pays de la CPI. Monsieur Manangou, quand un militaire commet un crime, il passe devant une cour martiale ou un tribunal militaire. Quand c'est un avocat, il est d'abord soumis à la critique de l'ordre des avocats. Quand c'est un médecin de l'ordre. Un chef d'État qui doit juger un chef d'État, là on dit que ce n'est pas acceptable que des fonctionnaires, il paraît qu'ils sont que des fonctionnaires, puisque pour la plupart ils sont des juristes, des professeurs, qu'on demande aux fonctionnaires de juger un ancien chef d'État. Moi je ne suis pas personnellement favorable à l'immunité, au privilège juridictionnel. C'est-à-dire que cette histoire que les États africains ont copiée à la France, où en réalité il y a une haute cour de justice, d'ailleurs, qui compose pour juger les chefs d'État, et qui est composée de qui? Des députés, qui parfois ne connaissent pas le droit, et qui jugent les chefs d'État. Mais parlons de la CPI. Oui, mais justement. Oui. Ce que je veux dire, c'est que cet extrait du président Gbagbo est assez édifiant sur le fait que ces juges, en réalité, ne maîtrisent pas beaucoup d'aspects du problème ivoirien. C'est une réalité. Mais c'est une réalité qui n'explique pas le retrait, encore une fois. Pourquoi? Article 122 du statut, il y a ce qui s'appelle l'Assemblée des États partis, oui, qui peuvent poser les questions du fonctionnement même de la Cour, de l'administration de la Cour. Vous vous rappelez? Donc on peut rester et proposer une réforme. Je vais prendre simplement un exemple oui, rapide. Vous vous rappelez de l'affaire d'Outreau? Vous vous rappelez de monsieur, du juge Outreau, l'affaire des enfants ici? Oui. Vous vous rappelez? Oui. Ce garçon, ce monsieur Bourdeau, était un juge formé. Vous avez vu la connerie. Donc oui, ça peut arriver. Mais ce n'est pas pour autant qu'on se retire. On peut reformer les juges et faire en sorte qu'il y ait des juges africains formés. Alors on l'a vu, le président ivoirien a déjà dit que la Côte d'Ivoire n'enverrait plus d'Ivoiriens devant la CPI. Mais pourquoi les autres pays qui veulent aujourd'hui se retirer de la CPI n'adoptent pas ce schéma tout simplement, à savoir refuser tout simplement de transférer devant la CPI leurs ressortissants? Je pense que les chefs d'État africains, malgré le reproche qu'on peut leur faire, je pense qu'ils prennent la mesure du danger. Et quand je dis la mesure du danger, parce que mon compatriote Valentin avait donné un exemple en disant Vivien, pardon. Pourquoi on ne quitte pas l'ONU? C'est très différent. Le problème avec la CPI, vous dites que c'est une juridiction de complémentarité. Oui. Le problème, c'est que même si vous n'êtes pas membre, vous n'avez pas signé le traité de Rome, on peut vous poursuivre. Oui. Alors, les chefs d'État africains veulent déjà limiter les dégâts en se retirant. Parce que là, je vous ai dit, on est dans des procès politiques. Et puis, effectivement, on constate très bien que les juges ne maîtrisent pas... Il prend un décret qui date de 1961 et le bureau du procureur intègre ce décret comme participant d'un plan de violation massive des droits de l'homme. Parce que nous sommes dans un procès politique.
ces gens ne comprennent pas les spécificités sociologiques africaines. Peut-être pas. Mais le problème, et moi je l'ai dit ici, moi je me fie à tout ce qu'on a eu comme procès. Et pas seulement au niveau de la CPI. Si vous regardez même toutes les juridictions judiciaires internationales, les tribunaux pénaux internationaux, là-bas c'est pire. Et je vais vous citer Jami Shea, qui était le porte-parole de l'OTAN, au sujet du procès Milosevic. Jami Shea a dit ceci. Lorsque la procureure se rend dans les Balkans, exactement, quand le procureur se rend dans les Balkans pour enquêter, c'est parce que l'OTAN le permet. Pourquoi? Parce que l'OTAN et la Cour ne forment qu'un. La personne qui dit cela, c'est le porte-parole de l'OTAN, Jami Shea. C'est pour dire ceci, c'est que nous ne sommes pas dans des considérations purement juridiques. Rappelons que c'est un tribunal ad hoc et pas la CPI. Exactement, c'est juste un exemple. Nous ne sommes pas dans des considérations juridiques, nous sommes dans des considérations politiques qui sont basées sur des réalités géopolitiques. C'est-à-dire que quand on intervient dans un État, c'est parce qu'il y a des intérêts. Pourquoi on n'intervient pas dans des États Donc, vous, ce n'est pas les victimes, selon vous, ce n'est pas vraiment les victimes qui intéressent la CPI. Ce qui est grave dans le cas de la CPI, c'est ça, c'est que dans ce débat, que ce soit du côté des chefs d'État africains ou même de la CPI, on oublie les concernés qui sont les victimes. On les oublie carrément. Parce que les chefs d'État veulent se retirer parce qu'ils sentent le danger. Mais ils ne proposent rien en retour pour les victimes de leur crime. Monsieur Tchétché, vous avez dit qu'il n'aurait pas fallu envoyer l'ancien président Laurent Gbagbo devant la CPI. Il fallait le juger en Côte d'Ivoire, c'est ça votre position? Oui, ma position était qu'il fallait qu'il soit jugé en Côte d'Ivoire. Est-ce que le procès de Simone Gbagbo, l'ex-première dame, tel qu'il se poursuit aujourd'hui, vous satisfait? Mais justement, pourquoi le président Alassane Ouattara demande qu'il n'enverrait plus d'Ivoiriens à la CPI? Oui, non. C'est pas, le procès de Simone Gbagbo aujourd'hui, tel qu'on le vit, est-ce que ça vous satisfait? Disons que tant que notre arsenal judiciaire n'est pas réformé de fond en comble, parce qu'il est véritablement il est en déliquescence depuis 2000. Donc, tant qu'il n'est pas réformé, tant qu'on n'a pas... Il y a eu des réformes, notamment du code pénal, qui prend désormais en compte la qualification pénale crime contre l'humanité. Mais justement, on n'a pas les éléments, les outils nécessaires, parce que le crime, il faut le définir aussi. À partir de quand il devient un crime contre l'humanité, et à partir de quand il devient un crime simple. Là, ce sont des termes techniques. Donc, je pense que notre arsenal n'a pas les moyens. Et c'est parce que nous n'avons pas les moyens que j'avais dit en son temps que, Monsieur le Président, vous serez certainement élu président de la République de Côte d'Ivoire. Mais les seules choses que vous ne pouvez pas faire, premièrement, exiler, mettre en exil Laurent Gbagbo, ou le juger et le condamner. Mais nous pouvons prendre des dispositions. Le gouvernement que vous allez présider, conduire, pourra prendre des dispositions législatives pour le contenir en Côte d'Ivoire. Mais voilà, il ne l'a pas fait. Et donc aujourd'hui, on sent que c'est un procès politique. Et c'est parce qu'il est politique que je ne voulais pas, moi en tant que politique, que je ne voulais pas qu'on parte sur ce terrain-là. Parce que ça nous poserait des problèmes. La preuve, Madame Simone Gbagbo, elle n'a pas commis d'autres crimes que ce que son mari a commis. Ce qu'on lui reproche du moins. Donc la logique voudrait que si M. Laurent Gbagbo est transféré à La Haye, que M. Alassane Dramane Ouattara, président que j'ai soutenu, que je soutiens, envoie aussi Mme Simone Gbagbo à La Haye pour qu'il y ait une... Alors, ce qu'il dit, avant que vous n'évoquiez votre point, ce qu'il dit, il y a quelque chose d'intéressant dans ce qu'il dit, c'est-à-dire que va-t-il se passer si Simone Gbagbo est condamnée en Côte d'Ivoire pour des crimes pour lesquels Laurent Gbagbo est éventuellement acquitté devant la CPI? Bah, écoutez, mais justement... Puisque c'est les mêmes crimes, ils sont coupables, ils sont soupçonnés d'avoir commis les mêmes crimes. Exactement, mais là, on revient, là, ça va au-delà de la question judiciaire, c'est une question de stratégie, stratégie politique. Tout le monde sait que si le président Ouattara refuse d'envoyer Mme Gbagbo aujourd'hui à la CPI, c'est pas parce que tout d'un coup il serait convaincu que la justice ivoirienne peut faire son travail. C'est très simple. C'est qu'en même temps, on commence à s'interroger aux personnes proches du président Ouattara, susceptibles d'être envoyés à la CPI. Donc là, il y a aussi une dimension politique selon vous. En fermant cette porte, il empêche donc à la CPI de venir se fourrer le nez dans les affaires qui concerneraient des gens éventuellement proches du président Ouattara. Et il a effectivement déjà averti qu'il n'enverra plus d'Ivoiriens devant la CPI. C'est pour revenir, rapidement. C'est pour revenir, c'est pour ça que le côté subsidiarité, le côté complémentarité de la Cour pénale est important. Parce que, qu'est-ce qui se passe dans les continents aujourd'hui, M. Togbé? C'est que nous assistons à des procès politiques dans tous les pays. Nous sommes venus ici sur votre plateau parler du Congo, du procès Mokoko.
des scandales de l'instruction. Si le procès Mokoko est politique ou pas, je parle de l'instruction. On le saura. Je parle de l'instruction. Non, nous n'avons pas vocation à interférer. Je parle de l'instruction, monsieur Tombé. Je parle simplement de l'instruction. Oui. Je ne veux pas aller plus loin. Oui. Je parle de l'instruction. Oui. Et ce n'est pas valable qu'au Congo. Oui. On a vu en RDC, on a vu des procès où l'instruction était complètement politisée. Alors, vous êtes effectivement contre le retrait des pays africains de la CPI. Il se trouve que, nous l'avons évoqué, retrait ou pas retrait, le Conseil de sécurité peut toujours décider des poursuites dans ces pays. Comment analyser, comment expliquer le fait qu'il y ait des pays au sein du Conseil de sécurité qui n'ont même pas signé le statut de Rome, mais qui peuvent quand même demander qu'on engage des poursuites dans d'autres pays. C'est une aberration. Comment vous expliquez? C'est une aberration. Mais attendez, mais c'est une aberration que les États signataires devraient dénoncer à l'origine lorsqu'ils ont signé. Attendez. Ce que vous dites est vrai, mais il y a quelque chose que vous n'évoquez pas. Oui. Même les États qui partent, article 127 sur le retrait, même les États qui partent, non seulement c'est valable que la notification n'est valable qu'après 1 an. Oui. Déjà, donc et les crimes commis avant relèvent de la compétence de la CPI. CPI. Ça veut dire que le problème, pour les gars comme Kourinzinza, par exemple, n'est pas réglé pour autant. Mais pour cette affaire que vous évoquez, évidemment que c'est grave. Mais pourquoi? Parce que dès le départ, on avait adossé la CPI au Conseil de sécurité. Alors même que 3 membres sur 5 du Conseil de sécurité n'ont pas été signataires du statut de l'ONU. C'est une aberration. Alors, cette aberration-là, il faut la dénoncer. Que peut faire Antonio Guterres qui va prendre la tête de l'ONU en janvier 2017? C'est pas la même, hein. C'est pas la même aberration. C'est pas la seule aberration. Oui, il y en a plusieurs. Les 5 autres membres du Conseil de sécurité, c'est aussi une aberration. Je suis content parce que votre dernière question, en fait, rejoint tout ce que je dis dès le départ. Oui. Quand je dis que nous sommes dans des considérations d'ordre géopolitique, c'est évidemment le cas, on le voit très bien. Il faut réformer le Conseil de sécurité de l'ONU. Si on ne le fait pas, toutes ces institutions vont voler en éclats. Il n'y a pas que la CPI, il y a le FMI, la Banque mondiale. C'est-à-dire que toutes ces institutions vont voler en éclats. Il faut comprendre ceci, c'est que les anglo-saxons fonctionnent par stratégie. C'est-à-dire, quand je dis par stratégie, c'est un peu la logique pour coloniser l'Afrique. On avait utilisé la Bible et tout. Voilà, c'est de la même manière aujourd'hui pour soumettre des États, on vous emmène les droits de l'homme et la démocratie. C'est-à-dire que c'est la démocratie des cimetières qu'on a propagée. C'est la démocratie, c'est au nom de la démocratie des droits de l'homme qu'on a détruit la Libye. C'est-à-dire qu'on a libéré 6 000 Libyens à Benghazi en larguant 26 000 bombes de plusieurs tonnes sur toute la Libye. Et on a tué plus de 150 000 personnes pour libérer 6 000. Ce qu'on doit comprendre aujourd'hui, c'est que là, aussi sous Kadhafi. Oui. Ils étaient prisonniers sous Kadhafi. Là, on nous annonce à Mossoul la mort de 900 djihadistes. Il se trouve qu'on nous apprend, par la même occasion, qu'ils se sont rasés la barbe, ils se sont fondus dans la population. Comment identifie-t-on, et finalement, comment les compte-t-on? Qui peut savoir? Je veux dire, le problème, c'est qu'il faut que les Africains comprennent ceci. C'est que nous sommes dans un monde qui est régi par certaines réalités. Oui. Les anglo-saxons fonctionnent par stratégie. Ils mettent en place des structures. Ces structures sont en apparence bonnes, mais il y a toujours des enjeux sous-jacents. Et le problème... ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi. Parce que quand on va ratifier le protocole de Rome, avec les considérations que nous savons et tout ça, c'est quand même grave, là. C'est très grave, parce que aujourd'hui, les chefs d'État africains se rendent compte que je peux être poursuivi. En fait, ils se rendent compte en fait qu'ils sont piégés. Que s'ils prennent des positions anti-occidentales, ils peuvent se retrouver devant la CPI pour des crimes qu'ils n'ont pas commis. C'est ça la réalité. Quand un juge... C'est un peu du fantasme. Non. Je prends l'exemple de la Libye. Excusez-moi, je prends un cas que j'ai étudié en profondeur. Effectivement, vous êtes l'auteur du livre Objectif Kadhafi, 42 ans de guerre secrète contre le guide de la Jamaria arabe libyenne. Prenons le cas de la Libye. Oui. Le procureur, sur quoi se base-t-il pour lancer un mandat d'arrêt? Pour demander ce qui est pour saisir la cour et lancer un mandat d'arrêt. Sur les articles contre le fils contre Abdallah Senoussi, le chef de service secret, contre Kadhafi. C'est les articles de Fox News et de la CIA. Certains documents remis aux juges ont été préparés par la rébellion soutenue par l'Occident. C'est-à-dire que le dossier est vide. Et moi, j'ai eu des discussions. Non, excusez-moi. Non, quand je dis que le dossier est vide, non, excusez-moi. Pas exactement. Le dossier est vide parce que moi, j'ai eu des discussions directes avec les gens du bureau du procureur. Et donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans des cas, il faut comprendre ceci, c'est que quand on a utilisé la Cour pénale internationale dans le cas de la Libye, c'était pour des objectifs politiques, vous n'allez pas me contredire. Monsieur Tchétché, très rapidement, et on conclut cette partie. Oui, moi je pense que les Africains doivent prendre conscience et doivent lire les documents, les textes qu'on leur présente à l'ONU avant de les signer. Je vais vous donner un exemple simple. Oui, très rapidement, s'il vous plaît.
On vient de signer dans les nouveaux accords, dans les nouveaux traités des Nations Unies, Oui. Conseil de sécurité, il y a une disposition qui parle du travail des enfants. Oui. En fait, chez moi en Côte d'Ivoire, je vais au champ avec mes enfants. Oui. Un garçon de 12 ans Un peut garçon aider de son 12 ans, papa un au garçon champ. de 6 ans. Oui. Est-ce que pour autant, on peut dire que je l'exploite? Non. Donc, ce sont des dispositions D'où on ne prend pas la dimension sociologique dont vous parliez Voilà. tout à l'heure. Donc, il faut prendre tous ces éléments en compte. et Si bien on sûr, tant et qu'on bien ne les sûr, prendra pas bien en sûr. compte, eh bien, on sera toujours traîné devant ces tribunaux. Bien sûr, Donc vous, mais- vous êtes en train de nous expliquer que les États africains qui signent ce genre d'accord doivent dire, chez nous en Afrique, à 12 ans, un enfant peut travailler, Un c'est enfant ça? peut travailler. Il faut qu'ils expliquent d'abord la dimension sociologique de leur pays, le contexte dans lequel ils vivent. Monsieur, il faut rappeler, S'il vous plaît, on donne quand même vous voyez l'impression- Madame Bensouda, la procureure. Oui. Elle a été ministre de la Justice de Yaya Jammeh, Oui. qui est encore au pouvoir Oui. et qui se retire de la CPI. Oui. Et elle, par conséquent, elle est procureure de la République. Elle va Procureure poursuivre. de la CPI. Procureure de la CPI. Oui. Il y a un paradoxe, il y a quelque chose qui ne va pas. Écoutez, merci. Nous marquons une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième partie de notre émission. À tout de suite.